Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant. Tambour Battant consacré à Faut-il aimer pour agir, du désintéressement au bénévolat. Notre premier invité est Patrick Tudoret, que nous recevons avec Thibaut Valentin. Patrick Tudoret, alors faut-il le rappeler, écrivain, auteur dramatique, journaliste, universitaire, sociologue. D'abord un livre très important, un roman qui a eu un grand succès, qui s'appelait L'homme qui fuyait le Nobel, chez Grasset. Et puis une biographie de Fromentin aux éditions Belles Lettres, Printemps acide, un polar aux éditions Boréal, et je ne cite pas toutes vos pièces de théâtre. Et puis ce petit livre, donc, sorti chez Taillandier, et qui s'appelle Petit traité de bénévolence, au-delà de la bienveillance, aimer pour agir. Alors tout de suite, on va dire ce que c'est que la bénévolence, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la bénévolence. Patrick Tudoret pense que tout le monde le sait, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'ai écrit un livre justement pour l'expliquer. Donc. Bon, alors, avant la bénévolence, il y a la bienveillance, et on peut dire que la bénévolence va au-delà de la bienveillance, c'est justement aimer pour agir, c'est-à-dire c'est au fond le fait de vouloir faire le bien. Et je voudrais vous demander, Patrick Tudoret, pour commencer, vous raconter cette histoire du faisan, qu'il s'agit de laisser reprendre haleine, qui vient dans votre jardin en Touraine. Et au fond, il y a quelque chose qui germe chez vous, c'est l'idée que, au fond, la bonté, l'amour, la grâce sont finalement insuffisamment célébrés et que de l'ordre de la bénévolence, de vouloir le bien, viennent finalement un très grand nombre de qualités, un très grand nombre de perceptions de qualité. En fait, Proust avait coutume de dire que la bonté était le comble de l'intelligence. Et je suis assez d'accord avec ça. Et il y a, dans cette bonté, vous faites allusion donc, au début du livre, où j'évoque, et c'est une histoire vraie, tu as fait une anecdote, voilà, qui aurait pu être sans relief, mais qui pour moi a eu une incidence, un écho en moi, où ce faisan vénéré, ce n'est pas n'importe quel faisan, vénéré, donc c'est une espèce de faisan rare, avec une queue voilà, magnifique, en panache, un animal splendide, qui vient se réfugier dans mes murs, à la campagne, à l'abri des chasseurs. Voilà. Et là, du coup, on n'ose plus sortir, on n'ose pas le déranger et qu'il prenne son élan et qu'il aille de se faire plomber devant des chasseurs. Donc, eh bien là, on reste derrière les vitres et on le laisse dans cette espèce de Suisse neutre, improvisée, où il ne risque rien lors des conflits. Et donc, et là, cogitant un petit peu à tout ça, on se dit qu'effectivement, un petit peu comme le disait Jean Cocteau à la fin de sa vie, où on lui demandait, mais maître, vous avez l'air épanoui, resplendissant, et il lui disait, écoutez, je vais vous scandaliser parce que c'est un véritable scandale, je suis heureux. Et vous savez pourquoi je suis heureux ? C'est parce que je hais la haine. Il prononçait les H, je hais la haine, je préfère aimer. Alors vous nous donnez des équivalents de cette bénévolence en parlant de l'altruisme, de la tolérance, de l'amitié, de la fraternité, et chaque fois vous nous montrez les différences qu'il y a entre ces différents concepts. Alors au fond, vous inclinez à croire que l'amour universel peut se pratiquer comme tel et que c'est très important. Et comme tout à l'heure, nous avons parlé du bénévolat. Le bénévolat n'est pas la bénévolence, mais le bénévolat est dû à la bénévolence. Absolument. C'est-à-dire que le bénévolat veut faire croire qu'il n'est que fruit de bénévolence. Et on verra tout à l'heure que le bénévolat n'est pas que ça. Pas forcément, en tout cas. Voilà. En fait, la bénévolence, ça n'a rien à voir avec le reflet narcissique de chacun d'entre nous. Parce qu'on a beaucoup, au fond, dit de mal de la bénévolence en disant que c'était les bons sentiments. Et j'ai constaté qu'à la fin de votre livre, c'est à la page 166, vous dites « Je me méfie des faux dévots de la bonne conscience universelle, des trop nombreux perfuseurs de moraline qui parfois, avec hargne, veulent simplifier, voire empêcher tout débat. » Alors attendez... bénévolant, est-ce que vous êtes perfusé à la moraline, vous ? Alors justement, dans ce que j'explique, c'est que bienveillance, par exemple, est la traduction littérale, stricto sensu de bénévolence. C'est la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, il ne viendrait pas à l'idée de quiconque de parler d'amour à propos de bienveillance. Pourquoi ? Parce que dans bienveillance, on voit bien et on voit veillance. Sans savoir
que la veillance, c'est la veuillance, c'est-à-dire la voulance. Et c'est là où on retrouve la bénévolence. Sauf que ce mot, bienveillance, qui est un joli mot, il a été aujourd'hui ravalé au rang de vague concept managérial et il a été spolié de son sens d'une certaine façon par une lente perversion du langage. C'est pourquoi je voulais reporter sur les fonds baptismaux la bénévolence. Et qui dit ce qui est, c'est-à-dire aimer, c'est agir, cet élan vers l'autre sans lequel on n'est rien. Et il y a effectivement dans la bénévolence, pour moi, le contraire de ce son creux que rend la bienveillance, c'est-à-dire que la bénévolence, non, ça n'est pas les bons sentiments, avec lesquels, comme disait Gilles, on ne fait même pas de bonne littérature. Ça n'est pas de la bien-pensance, ça n'est pas de l'angélisme. Au contraire. Et la bénévolence, par exemple, je le dis dans le livre, peut consister à dire la vérité, qui a quand même du plomb dans l'aile, dans la société dans laquelle on vit, et bien à dire la vérité, et qui rappelle le mot du Titus de l'opéra de Mozart, qui disait « Je préférais toujours une vérité qui blesse à un mensonge qui plaît ». Thibaut Valentin. Alors, monsieur Tudoré, vous dites que la bénévolence est une dynamique, un processus, une mise en action, non pas pour faire le bien, mais pour faire du bien. Et voilà, j'essaie de faire cette distinction. Et là se pose quand même une question, c'est-à-dire que comment être sûr que le bien que je veux pour l'autre est le bien que l'autre veut pour lui-même ? Bien sûr. Ça, c'est une vraie question, et c'est la question d'ailleurs que se pose le professeur. Quand on parle d'effet Pygmalion, par exemple, entre un professeur et son élève, c'est la question qui revient sans cesse. Est-ce que finalement, je ne veux pas faire son bonheur malgré lui ? Est-ce que je ne veux pas infléchir finalement sa destinée d'une certaine manière, alors qu'il pourrait s'épanouir sans moi ? Et c'est là où le rapport que moi je pratique, et j'ai été enseignant, je le suis toujours, et c'est un rapport à l'autre que je trouve fondamental de transmission, mais la question se pose sans cesse. Est-ce que finalement je suis en droit ? Est-ce que je suis légitimé donc à lui apprendre certaines choses plutôt que de le laisser découvrir par lui-même ? Le jeu, c'est, comme le dit Nicolas Grimaldi, le philosophe Nicolas Grimaldi, au fond la bénévolence, il utilise une belle métaphore, c'est deux instruments qui résonnent de manière différente lorsqu'ils sont joués individuellement, et qui, lorsqu'on les met ensemble, eh bien, finalement, parviennent à un tel sommet d'harmonie qu'ils donnent encore plus la plénitude de ce qu'ils peuvent donner. Eh bien, c'est le rapport qu'il peut y avoir entre un maître et un élève, par exemple, dans le cadre de la bénévolence. Patrick Tudoré, pour aller au fond du concept, à un moment, vous nous expliquez que la traduction italienne, oui. C'est ti voglio bene. Et en fait, ti voglio bene, c'est pas la bénévolence, c'est je t'aime. Oui. C'est une manière de dire je t'aime en italien. Donc, ça signifie bien qu'au fond, derrière la bénévolence, il y a l'amour dont vous voulez parler, oui. Et qu'en fait, on s'emploie à faire du bien à l'autre. Toute la question est de savoir si, comme Thibaut vient de vous le dire, est-ce que c'est du bien que l'autre veut pour lui-même ? Et est-ce que c'est du bien que celui qui est bénévolent pense pour l'autre ? Là, il y a une ambiguïté qu'il faudrait essayer de lever, oui. Savoir qu'est-ce que c'est véritablement que le bien qu'on veut faire. Bien sûr, la psyché humaine est complexe. Et c'est vrai que lorsqu'on pense, par exemple, deux exemples, d'être profondément bénévolent. Léopold Mozart, le père de Mozart, qui a fabriqué Mozart. Et il a été bénévolent, mais on sait à quel prix, il était dur. Il était très dur. Il a fait de ses deux enfants, Daniel et Mozart, finalement, certains ont pu dire des petits singes savants qu'il baladait dans les cours d'Europe. Il a été très dur. À l'inverse, le père de Montaigne, qui a éduqué son enfant de la manière la plus douce qui soit, en le faisant le matin, réveillé par un trio qui jouait de la musique, vraiment le mettant créant autour de lui la plus grande des harmonies possibles. Eh bien, ça donne d'Eugénie, voilà, avec des formes de bénévolence différentes. Donc, à certains moments, effectivement, finalement, faire preuve d'une certaine autorité bien comprise, pas celle qui tape sur la table, mais celle qui, étymologiquement, qui vient à augurium, qui augmente l'autre et qui le fait grandir. Et le fait de faire grandir l'autre en faisant à certains moments des choix pour lui, effectivement, parce que lui, il est souvent plus jeune ou il a peut-être moins de connaissances du monde, eh bien, le faire grandir, c'est se grandir soi-même. Thibaut Valentin. Alors oui, moi, il y a une phrase qui a retenu mon attention dans votre livre. Elle se trouve page 126, où vous dites « La bénévolence est le refus de toute violence qui ne serait pas défense légitime ». Et alors là, j'ai envie de vous poser deux questions. La première, c'est où commence la défense légitime pour vous ? Et la deuxième qui me paraît plus intéressant, c'est quel tiers devrait juger ce niveau de défense légitime si, dans un conflit, le parti prenant est aussi l'État ? Alors, pour moi, je suis un indécrottable démocrate. Donc, pour moi, voilà, ce qui fixe les limites de la défense légitime, c'est la loi.
C'est la loi d'un État démocratique. Il y a eu des lois qui étaient infondées, injustes. Alors il peut y avoir des lois injustes, infondées, et il faut faire au maximum. Si on ne veut pas que la loi soit forte, si elle ne peut pas être forte, il faut faire en sorte qu'elle soit juste, que la force soit juste. Et c'est le principe de l'équilibre, très précaire, on est d'accord, délicat, très difficile à trouver dans toute démocratie digne de ce nom. Et on peut voir qu'à certains moments, effectivement, il y a est-ce que telle violence est légitime, y compris une violence d'État? La question se posera toujours, bien sûr. Mais moi, j'essaie de faire confiance le plus possible dans la loi démocratique et républicaine. Après, ça ne m'empêche pas de porter un regard critique, éventuellement. J'ai beaucoup apprécié que vous essayiez de prendre votre distance avec quelque chose qui est très à la mode, qui est le cynisme. Oui. Et que vous nous disiez qu'au fond, dans le cynisme, c'est l'inverse de la bénévolence, d'une certaine façon. Et vous reprenez cette phrase de Meryl Streep, « Je n'ai pas de patience pour le cynisme ». Et vous êtes sur la ligne de Cheng, oui. Cet auteur, aujourd'hui François Cheng, académicien français, que j'aime beaucoup, et qui parle de la terreur du ricanement voltairien. Ouais, ouais. La terreur du ricanement voltairien. Ça signifie qu'en fait, beaucoup de gens ricanent. Moi, je vois souvent ça chez les humoristes, que beaucoup de gens aiment beaucoup. C'est ce que j'appelle la dérisoire dérision. La dérisoire dérision. Oui. Les dérisoires dérision. Oui. Et donc, vous nous montrez que la bénévolence, elle est à distance de cette évolution de la mode. Bien sûr. Oui, je suis tombé un jour sur une interview de Meryl Streep où elle disait, parce qu'elle a des paroles parfois très sages, et elle est au cœur d'un système quand même d'illusion de l'image, d'exploitation maximale, capitalistique, de marchandisation aussi des corps, et donc elle sait de quoi elle parle, et tout ce que je n'aime pas forcément beaucoup. Et donc, et elle disait, je n'ai plus de patience pour le cynisme. Et moi, je sais que c'est pareil. Pour moi, le cynisme, qui est une vague pose esthétisante, pour moi, est un horizon d'impuissant, au fond. Enfin. Thibaut Valentin. Oui, vous abordez la question dans ce livre, mais j'ai une question toute simple en fait à vous poser. Est-ce qu'il existe un bien, le bien, qui serait partagé par tous et qui serait universel ? Excellente question qui se pose depuis les présocratiques et Platon, évidemment, a beaucoup travaillé là-dessus. Et selon vous ? Bien sûr. Alors, selon moi, le bien, c'est comme la vérité. On dit la vérité n'existe pas. Si, mais elle se fabrique. C'est comme la faculté de juger chez Kant. C'est-à-dire qu'il y a un moment où un certain nombre d'hommes et de femmes de bonne volonté se disent il y a un certain nombre de valeurs que nous allons partager. Et ça s'appelle le contrat social, ça s'appelle la démocratie, in fine. Et donc le bien, c'est ce que l'on juge à un plus grand nombre, c'est ce que la volonté générale, finalement, finit par accepter comme étant le bien, alors qu'à l'origine, ça ne l'est peut-être pas. Et c'est comme ça, bien que Lévi-Strauss a constaté que la prohibition de l'inceste, par exemple, était le socle sur lequel se bâtissaient les sociétés, avec ce refus de l'endogamie, par exemple. Donc ça a été considéré comme un bien. Et aujourd'hui, il y a un parfait tabou, on peut le dire. Alors Patrick Tudoret, jusque-là, nous avons été bénévolents. Je vais quitter la bénévolence et vous dire quelque chose qui m'a fâché dans votre livre. Quelque chose qui m'a fâché dans votre livre, c'est d'abord cette question de votre critique du nihilisme et votre critique de ce que vous appelez le matérialisme. Vous nous expliquez que, il y a des choses tellement simples sur la consommation d'aujourd'hui que vous relevez, et en disant, très juste titre, que c'est insupportable de voir cette société de consommation, mais c'est tellement banal que je ne vais pas m'y attarder. En revanche, vous dites que les hautes valeurs se dévalorisent avec le matérialisme. J'aimerais que vous m'expliquiez ça, parce que vous reprenez là une phrase de Marion, le philosophe que tout un chacun connaît bien, qui est à l'Académie française, et je dois dire que je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a dans le matérialisme beaucoup de perspectives possibles qui ne sont absolument pas forcément liées à la consommation et à la société de consommation et à l'amour du dérisoire. Et je trouve dommage que vous ayez ce mépris pour le matérialisme, parce que ça, c'est pas bénévolent. Je ne le dis pas comme ça. Ah bon ? Non, je ne le dis pas comme ça. Je parle souvent de marchandises, de mercantilisme, de marchandisation des hommes et des biens. Non, le matérialisme, je sais qu'évidemment, c'est un mot très polysémique. Et si on entend le matérialisme en philosophie s'oppose à l'idéalisme. Bien sûr. Je ne vais pas vous l'apprendre. Absolument. Et donc, il y a des philosophies matérialistes extrêmement justes et qui peuvent être bénévolentes.
qui peuvent être bénévolantes Absolument. et qui nous disent des choses très intéressantes sur la réalité. Lucrèce était matérialiste, on le sait, bien sûr. Donc ce n'est pas une critique du matérialisme, là c'est plutôt dans l'acception que je viens d'évoquer, c'est-à-dire, au fond, le matérialisme peut être quelque chose d'important dans une vie, bien entendu, je ne le nie pas. Après, en faire aujourd'hui un horizon quasi indépassable, c'est là où ça me gêne davantage. Et moi j'aimerais, après on a le droit de ne pas être d'accord avec moi, j'aimerais aller vers un peu plus, très humblement, mais un peu plus de verticalité, un peu de ce que j'appelle la transcendance, ce qu'on appelle la transcendance. C'est-à-dire quelque chose qui transcende le pur matérialisme pour parvenir à une pensée qui soit un peu plus spirituelle, disons. Puisque vous avez été l'élève de Lucien Sphèse, Oui. Et que vous le rappelez dans Auquel votre je rends livre, hommage, voilà, et vous rendez hommage à Lucien qui est Sphèse. mort il y a quelques Vous savez mois. que Lucien Sphèse parlait de quelque chose que vous citez d'ailleurs dans votre livre, qui est l'éclatement de sens. Oui. Alors j'ai été rechercher qu'est-ce que c'était que l'éclatement de sens chez Sphèse. Et je vais vous dire, l'éclatement de sens chez Sphèse, c'est pas tout à fait ce que vous dites. C'est finalement la possibilité aussi de trouver des sens matérialistes dans une spiritualité qui n'est pas à distance du matérialisme et en opposition au matérialisme. L'éclatement de sens signifierait, si on reprend le concept de Sphèse, au fond qu'on puisse être à la fois matérialiste et en même temps de penser qu'il y a une spiritualité, mais qui n'est pas une spiritualité transcendantale. Absolument. Oui, mais d'accord, mais votre critique à vous, elle est systématiquement contre toute absence de transcendance, et vous stigmatisez les matérialistes avec absence de transcendance. Non, il n'y a aucune stigmatisation. D'abord, c'est un mot que j'ai en horreur. Stigmatisation ? Oui, mais je ne dis pas que vous prononcez le mot, c'est moi qui prononce le mot. Donc il n'est pas dans le livre. Bon. Et non, il n'y a aucune attaque en règle du matérialisme, sauf dans le sens que je viens d'évoquer. Et pour avoir été en effet l'élève de Sphèse, il a été mon directeur de thèse, il avait un grand penchant pour Spinoza, hein, et il évoquait souvent Spinoza. Et Spinoza, une pensée qui n'est pas transcendantale, hein, puisqu'il est plutôt dans une forme on dirait, de panthéisme, une vision plutôt immanente du monde, hein, dans une totalité un peu holistique, on le sait, et donc, et qui pour autant peut apporter énormément sur le plan spirituel. Des visions immanentes qu'on peut éventuellement qualifier de matérialistes. Oui, absolument. Et certains l'ont fait. Oui, oui. Savez, Donc, le matérialisme de Spinoza a souvent été mis en exergue. Bien sûr. Et, non, mais c'est pour ça que votre critique du matérialisme, vous avez été trop vite. Vous avez été trop vite. Pourquoi est-ce que vous... Ça n'est pas un essai académique de 600 pages, c'est un petit traité de 200. Donc j'étais obligé à certains moments comment dirais-je, d'aller droit au but. Mais le matérialisme, ce que j'évoque n'est pas du tout ce que vous évoquez, c'est-à-dire que c'est plutôt ce que Debord, par exemple, appelait la marchandisation, hein, la société du spectacle. Oui, d'accord. Alors ça, là, je vous suivrai. Voilà. C'est dans une acception plus courante. Alors il y a une deuxième chose sur laquelle je voudrais vous chicaner, c'est la question de je ne suis pas citoyen du monde, mais je suis frère humain. Alors là, écoutez, moi je veux bien vous entendre sur frère humain, surtout parce que frère humain, vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à Albert Cohen. Oui, vous ne le citez pas, non, mais moi, ça me fait penser à Albert Cohen. Parce que vous, frères humains, c'est toujours présent dans son œuvre. Et très curieusement, pour parler des frères humains, vous avez besoin de critiquer l'identité de citoyen du monde. Mais pour quelle raison ? Être citoyen du monde ? Ah si, vous dites, moi je ne suis pas citoyen du monde, je suis frère humain. Mais c'est pas la critiquer, c'est dire je préfère être cela que cela. Parce que citoyen du monde, ça postule aujourd'hui, je le dis d'ailleurs après, il aurait fallu citer ce qui vient après. Je le dis, c'est-à-dire que moi, il y a plein de pays dans ce monde, malheureusement, dont je ne voudrais surtout pas être citoyen. Il y a des pays abominables dans ce monde. Voilà, et il y en a beaucoup. Et je n'ai pas du tout envie d'être citoyen de ces pays-là. Donc je ne suis pas citoyen du monde. Je pourrais être citoyen d'un certain nombre de pays authentiquement démocratiques qui respectent la liberté d'expression, la liberté de création, qui ne mettent pas les créateurs en prison comme il y en a trop. Nous compagnonnons Open Club et nous sommes bien placés pour savoir... Donc organisation d'écrivains qui lutte contre les atteintes à la liberté d'expression. De censure et d'atteintes graves à la liberté d'expression pour libérer même des écrivains emprisonnés. Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, qui luttaient
pour ces combats, sur ces combats depuis très longtemps, qu'il y a encore trop d'endroits dans ce monde où c'est le cas. Donc voilà, pas citoyen du monde, mais je ne critique pas, et c'est tout à fait libre à chacun de l'être. Moi, je préfère dire frère humain, même si à certains moments, je le dis dans le livre, il est très difficile de aime ton prochain comme toi-même. C'est une injonction qui est magnifique, mais qui est particulièrement difficile. Parlez-moi de la bénévolence imparfaite. Parlez-moi des défauts de la bénévolence. Parce que dans le livre, c'est un petit traité de bénévolence. Je pouvais espérer qu'il y ait une critique de la bénévolence. Pas du tout. Il n'y a aucune critique de la bénévolence. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des critiques de la bénévolence? Chacun peut faire des critiques de la bénévolence. Je les attends. Ah donc d'accord, vous n'avez pas de critique, c'est ce que je voulais entendre. Mais la bénévolence est un... Alors, là où la critique peut s'imposer, effectivement, c'est lorsque le bénévolat, par exemple, qui doit se repaître de bénévolence, ça va de soi. Le bénévolat doit être bénévolant. Sauf que pour avoir œuvré, et Dieu sait si le bénévolat est quelque chose que je respecte, j'ai œuvré dans ce cadre très humblement, mais donc je respecte ce cadre. Dieu sait si pour avoir fréquenté un certain nombre d'associations, j'ai vu à l'œuvre dans le bénévolat des choses qui n'étaient pas tout à fait bénévolants. C'est-à-dire on va en parler tout à l'heure. Une rétribution symbolique. Je l'ai vu aussi. Vous parlez de pharisaïsme. Exactement. C'est vous qui évoquez le mot, c'est dans votre livre. Vous évoquez le mot pharisaïsme. Trop souvent, attendez, pas toujours, évidemment. Mais vous dites que le bénévolat, vous dites que le bénévolat peut donner sens à la vie, mais en même temps qu'il peut être hypocrite, ou qu'il peut être recherché pour des raisons narcissiques ou pour des raisons de mise en valeur de soi-même. On est d'accord. Bon, mais quittons le bénévolat. Mais dans la bénévolence elle-même, est-ce que vous ne croyez pas que dans cette idée qu'on fait le bien, étant donné qu'on fait toujours des choix difficiles, on dit qu'on fait le bien, mais en fait, on choisit quelquefois des voies qu'on croit plus faciles que d'autres, et au fond, on n'est pas du tout bénévolant. La bénévolence, en effet, est volontaire. Est-ce que la bénévolence n'est pas, si vous voulez, au fond, susceptible d'hypocrisie? Eh bien, après, toute bénévolence peut être susceptible d'hypocrisie, bien entendu, puisque c'est qui la met en œuvre, si ce n'est l'esprit humain, l'âme humaine. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'à un moment, la bénévolence, c'est une des formes de l'amour. Ça, amor benevolentia, et comme le disaient les latins, les pères de l'Église, Descartes, Laramée, beaucoup d'autres, Thomas d'Aquin. Et donc, il y a dans cette forme d'amour, parfois, il peut effectivement y avoir, une forme d'hypocrisie. La bénévolence, comme je dis dans le livre, elle doit être sans calcul, affranchie de toute forme d'intérêt. Mais ça, ce serait vouloir donc des êtres humains extrêmement vertueux, parfaitement vertueux. Et je sais bien, quand le démocrate que je suis est souvent blessé de voir que le contrat social est souvent mis à mal parce que l'être humain n'est pas forcément naturellement vertueux. Autant je vous suis, si vous voulez, quand vous citez Kant, en essayant de montrer que Kant a dit « Que puis-je savoir d'une part? Que dois-je faire d'autre part? Que m'est-il permis d'espérer ?» Et vous reprenez bien évidemment l'éloge de l'espérance par Peggy. Et là, on est très content. Quand on vous lit ça, on est très content. Évidemment, c'est une très belle page de Peggy. Mais vous nous citez « Ciel étoilé pour l'homme », etc. Mais tout ça, on a l'impression, quelquefois, qu'on est dans le monde des principes abstraits et qu'on aimerait bien qu'on nous dise comment est-ce que la bénévolence peut se tromper souvent. Et croyant faire la bénévolence, on fait du mal. Oui, elle peut se tromper, mais le livre, contrairement à ce que vous dites, n'est pas du tout abstrait. C'est-à-dire qu'il y a plein d'expériences, à la fois personnelles, ou soit vécues, soit vues. Et ce que j'explique justement, c'est que la bénévolence, moi, je le dis d'ailleurs à la fin du livre, moi, il y a une seule chose qui m'impressionne aujourd'hui, vraiment. Il y a certains créateurs très puissants qui m'impressionnent. Mais ce qui m'impressionne vraiment aujourd'hui, je le dis clairement, ça n'est ni un chef d'État, ni un magnat du pétrole. Ce sont ces gens qui, à bas bruit, mezza voce, souvent de manière très, très simple, au quotidien, justement, font du bien autour d'eux. Voilà. Et on n'en parle pas, on en parle très peu, mais finalement. Concrètement, qu'est-ce que ce serait? Quelle forme ce serait concrètement? Parce qu'on a très peu, finalement, d'exemples dans le livre. De bénévolence, d'actes de bénévolence. Il me semble qu'il y en a plein. Je cite des associations, je cite simplement des exemples d'un professeur bénévolant. Il peut y avoir, un directeur d'orchestre bénévolant et un autre qui ne le sera pas. La bénévolence peut s'exercer, y compris dans des cadres où la rémunération est la loi. Voilà. C'est pour ça que la bénévolence, elle est gratuite.
normalement. Sinon, elle est une fraude, une hypocrisie. Mais elle peut s'exercer dans un cadre. Comme moi, j'ai eu la chance. Je dis dans le livre que la gratitude, pour moi, est une des manifestations de la bénévolence, par exemple. Ça fait grandir celui qui en est bénéficiaire et ça nous fait grandir nous-mêmes. Et je rends hommage, justement, notamment à un professeur de philosophie en classe de terminale qui a, pour moi, été l'exemple même du professeur bénévolant, qui m'a ouvert à des perspectives absolument miraculeuses et qui m'ont aidé mais formidablement dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être ami avec lui depuis cette époque, je n'oserais pas dire de Patrick combien de temps. Il faisait son métier, moi j'ai envie de vous dire, il faisait Avec son métier. bénévolence. Oui, non, il faisait son métier Avec bien, bénévolence. bien, dans de bonnes conditions. Il y en a beaucoup qui font Alors moi mal je vais vous leur remercier, métier. je vais vous remercier pour quelque chose, et en cela je vais être bénévolent. C'est que vous m'avez appris un mot que je ne connaissais pas. C'est la storge. La storge, ouais. La storge. Alors, je ne connaissais pas ce mot, excusez-moi, mais vous voyez. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est, l'amour familial. Oui. Pourquoi c'est si important pour vous? Et la bénévolence, c'est d'abord la famille? Ah, pas du tout, au contraire, Ah bon. c'est ce que je dis dans le livre, justement. La bénévolence, c'est aller bien au-delà des liens traditionnels familiaux, et le modèle familial que j'ai choisi est justement celui qui transcende ça. Alors, comme je suis bénévolant, je vous remercie de m'avoir appris de la storge, et expliquez-moi de quoi il s'agit. C'est une des formes de l'amour que les Grecs avaient donc distingué. Et on a l'éros, on a la philia, qui est l'amitié, Oui, qui est une des merveilleuses formes de l'amour. On a l'agapé, évidemment, le L'amitié. partage et l'amour universel des chrétiens, mais on a aussi la storge, qui est l'amour familial, celui qu'on a pour ses enfants, que les enfants ont pour leurs parents. Voilà. Mais ce que je dis dans le livre, justement, c'est que pour moi, l'amour, il doit transcender ça. C'est-à-dire que, eh bien, c'est pour ça que quelqu'un qui adopte un enfant avec lequel il n'a aucun lien du sang, et, aucun ADN commun, eh bien, c'est la loi de l'amour qui prévaut et de l'amour gratuit. Et ça, c'est la plus merveilleuse chose que je connaisse. Donc, transcendant aussi la storge. Comme votre sous-titre, c'est au-delà de la bienveillance, aimer pour agir, ça m'a aidé pour donner le titre de l'émission, aimer pour agir. Je voudrais que vous me disiez en quoi le fait d'aimer nous aide à agir. Parce qu'il y a dans ce monde justement des tas de freins qui sont, Spinoza appelait ça les passions tristes, des tas de freins qui sont l'envie, qui sont la jalousie, la haine, qui nous entravent en permanence. Et comme l'a écrit Victor Hugo, voilà, sur un bout de papier à la fin de sa vie, aimer c'est agir, qui est une espèce de profession de foi incroyable à la veille de sa mort. Bon. Et aimer, c'est agir parce que, là encore, l'amour, ce sont des preuves d'amour. Et lorsque l'on n'agit pas, eh bien, l'amour s'effrite, l'amour ne donne pas sa pleine mesure. Et aimer pour agir, oui, parce que, à mon avis, l'amour vient avant l'action, mais le déclenche immédiatement. Mais on peut être aussi triste, être jaloux, et ça peut nous pousser à agir. Donc en quoi l'amour serait plus moteur que les autres Parce que l'amour est tellement est la chose qui nous porte. Je dis, il y a pour moi, trois armes de construction massive face au chaos du monde. C'est l'art, l'amour, le sacré. Donc je le dis et je le crois humblement aujourd'hui le plus possible. Et j'essaie de le mettre en œuvre, et encore de manière très imparfaite, très maladroite. Je vous suivrai vraiment pour l'art et pour l'amour, mais pour le sacré, reconnaissez qu'on n'est pas forcé de vous suivre. Oui, mais enfin, sachant qui vous êtes, je dirais qu'il y aurait... Le sacré, pour il y aurait moi à en discuter, oui, bien sûr. Sacré. Je ne dis pas religion, je dis sacré. Sacré Tudoret. Donc c'est Patrick Tudoret, petit traité de bénévolence, au-delà de la bienveillance, aimer pour agir. C'est aux éditions Talendier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tambour battant, deuxième partie sur le grill. Faut-il aimer pour agir, du désintéressement au bénévolat? Avec nous, donc, Maude Simonet. Bonsoir, Maude Simonet. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, directrice d'un laboratoire qui s'appelle Institutions et dynamique historique de l'économie et de la société. Vous avez publié Le travail bénévole, engagement citoyen ou travail gratuit, c'était à la dispute. Et puis, Travail gratuit, la nouvelle exploitation, chez Textuel, c'est le dernier livre qui vient de paraître. Et le travail associatif, avec quelqu'un qu'on aurait pu inviter, Mathieu Elie, aux presses universitaires de Paris-Ouest. Jean-Louis Sago du Vauroux, bonsoir. Vous êtes philosophe et dramaturge. Vous avez publié un livre
pour la gratuité. Il y a eu plusieurs éditions. Moi, j'ai encore la première édition et vous avez changé ce livre. Il a évolué au fur et à mesure des rééditions. Aujourd'hui, il est chez Desclés de Brouvert. Il a été aux éditions de l'Éclat. Donc aujourd'hui, il est aux éditions de l'Éclat. Il a été voilà. d'abord. Et puis vous avez publié aussi On ne n'est pas noir, on le devient. C'était chez Albin Michel. Et vous avez publié Les Utopies à l'épreuve de l'art aux éditions Entretemps et Voyageurs sans ticket au Diable Vauvert. Alors voilà, le travail bénévole, le bénévolat, c'est quelque chose de considérable dans notre pays. 1 300 000 associations déclarées en France, 70 000 nouvelles chaque année, associations. Un budget de 17 milliards d'euros, soit 3,7% du produit intérieur brut, et donc le fait des associations. On a 1 300 000 salariés, dont 1 million à plein temps, qui sont dans les associations bénévoles. On va avoir l'occasion d'en parler, parce que vous en parlez très bien dans votre livre. Et puis, ce chiffre absolument extraordinaire, il y a 7 millions de bénévoles dans notre pays. 7 millions de personnes qui avouent faire un travail bénévole. Alors, moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres, qu'est-ce que vous pensez de cette énormité et comment vous les recevez, Jean-Louis Sagot du Vorou? Je crois qu'on a tendance à hypertrophier la part marchande, vendue de notre existence. Dans nos existences à tous, il y a ce qui est sans prix, et en général, tous autant qu'on est, quand on dit c'est sans prix, c'est que ça a plus d'importance que ce qui est évaluable monétairement. Donc c'est là où se produit le sens de nos existences. Et le bénévolat, je dirais, est un des chapitres de cette part sans prix de notre existence. Un certain nombre de gens, nombreux comme vous le dites, éprouvent le besoin d'avoir une activité qui pourrait être sans prix. Généralement, donc, c'est pour faire du bien autour d'eux. Ils pensent que ça correspond à un besoin social, etc. Mais aussi un besoin personnel. Il y a une part de ma vie qui n'est pas évaluable monétairement. Il y a une part de ma vie que je veux développer. Et il n'y a pas là-dedans que le bénévolat. Hein, quand dans l'amour pour une femme, dans l'amour de ses enfants, c'est sans prix aussi. Alors, pour donner une définition, j'ai lu quelque part, mais je crois finalement que c'est dans le livre de Maud Simonet, forme de travail, pour définir le bénévolat, forme de travail non reconnue comme telle, exercée en dehors du droit du travail, avec peu ou pas de compensation monétaire et pas de droits sociaux. C'est vous qui donnez cette définition. Ça me ressemble. Vous êtes très dur, hein. Vous êtes très dur. Donc ça veut dire tout de suite, pour vous, il faut dire l'essentiel, c'est que ce bénévolat cache quelque chose. Alors oui, dans la perspective qui est la mienne, qui a été effectivement de pas simplement regarder le bénévolat comme une forme d'engagement, de participation, etc., mais de le voir aussi comme une forme de travail. C'est-à-dire une forme de travail qui n'est pas reconnue comme telle, hein, puisqu'à priori, on le mettrait plutôt du côté du hors-travail, du non-travail. Pourtant, moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes de terrain en France et aux États-Unis avec des bénévoles. Ma thèse était là-dessus dans les années 2000. Et quand j'interviewais les gens, ils disaient mon travail ici, je travaille avec des enfants, je travaille avec des médecins, je travaille pour que les choses. Donc je me disais tiens, ils me disent tous travail, c'est marrant, il y a quand même quelque chose à entendre quand on est sociologue. Et puis au-delà des mots qu'ils utilisaient, ils faisaient des liens entre ce qu'ils faisaient dans leur activité bénévole et puis ce qu'ils rêvaient de faire plus tard quand c'était des jeunes par exemple, ou quand c'était des retraités, ce qu'ils n'avaient pas pu faire professionnellement mais qu'ils auraient peut-être aimé faire. Donc il y avait des liens qui étaient faits en fait, parfois très très intimes, entre la carrière professionnelle et puis l'activité bénévole. Et du coup, ça, plus plein d'autres choses autour des questions de professionnalisation du bénévolat, autour des questions de management des bénévoles, tout ça m'a incité à me dire, et si on allait regarder un peu cette pratique bénévole, pas simplement comme une forme d'engagement, et pas simplement avec les lunettes du sociologue politique, comme le faisaient mes collègues, mais aussi avec les lunettes des sociologues du travail. Et quand on fait ça, du coup, eh bien, effectivement, cette forme de travail qu'est le travail bénévole, elle est particulière parce qu'elle n'est pas reconnue par notre société, par les institutions finalement de notre société comme du travail, ni monétairement, ni juridiquement, ni même symboliquement, ni parfois même par les chercheurs. Et du coup, ça soulève effectivement pas mal de questions. Ce que j'ai trouvé remarquable dans votre travail, c'est le fait que vous partez de l'idée du travail domestique. Le travail domestique, qui n'a jamais été considéré comme un travail, justement, qui est souvent, presque toujours, un travail féminin, de moins en moins, disons, mais enfin quand même encore beaucoup, vu la domination masculine. Et si je regarde ce que je fais dans mon couple, je dirais bien oui. Donc le travail féminin, c'est terrible. Et vous parlez de cela.
travail domestique gratuit. Ce travail domestique gratuit, vous le rapprochez de ce qu'on appelle le bénévolat. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir que ce travail gratuit, au fond, a un effet et qu'il a un effet social qu'on ne veut pas mesurer. Moi, je crois que c'est ce qui fait l'originalité de votre étude et de votre recherche, c'est de partir de cette identification entre le travail féminin domestique et le bénévolat. Tout à fait. Mais en fait, finalement, quand j'ai commencé à dire donc travail bénévole et reconnaître que c'était une forme de travail invisible, j'ai glissé assez vite finalement dans les lectures de ceux qui avaient écrit sur l'invisibilité du travail, le travail invisible, et c'est les travaux des féministes effectivement sur le travail domestique. Et en plongeant un peu dedans, je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait des vraies leçons que je pouvais tirer de leurs analyses du travail domestique. Donc travail domestique, c'est au nom de l'amour, et du coup on pourrait faire des échos avec ce qui a été dit tout à l'heure. Au nom de l'amour, faites. Oui, c'est cette idée que peut-être, effectivement, cette idée de faire le bien, de prendre soin des autres et de l'amour, il a quand même été historiquement assigné à une catégorie de la population plus qu'à une autre, aux femmes. Et effectivement, au nom de l'amour, on n'a pas reconnu ça comme du travail. Au nom de l'amour, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas monétarisé. Et on peut y voir à la fois, effectivement, ce qui n'a pas de prix, mais ce qui n'a pas de prix, ça a un double sens. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui n'est pas reconnu, finalement, dans nos sociétés qui fonctionnent sur ces valeurs-là. Et du coup, ça se retrouve à l'intérieur du travail domestique, mais ça se retrouve aussi, finalement, par contagion, j'ai envie de dire, dans toute une série d'emplois dits féminins, autour de, finalement, les infirmières, les enseignantes, tout ça, qui sont effectivement dévalorisées monétairement, parce qu'on considère en un sens que là, il y a de l'amour et que ça, quelque part, ça ne se paye pas. Et je pense que c'est cette ambiguïté qui est au cœur, finalement, des analyses féministes du travail domestique. C'est-à-dire de montrer ce que j'ai appelé, moi, en retraduisant un peu des leçons de leurs travaux, une guerre des valeurs, finalement, c'est-à-dire entre les valeurs que nous, on y met et qui font qu'effectivement, on se dirige vers ces activités-là ou qu'on nous pousse à y aller, et puis la non-valorisation monétaire, qui peut effectivement poser des questions quand on s'intéresse aux usages aussi de ce travail gratuit. Ce qu'ont montré par exemple les féministes matérialistes, c'est de dire finalement le capitalisme n'aurait jamais pu se développer. Je souligne matérialiste. Oui, vous pouvez. Le capitalisme n'aurait pas pu se développer, finalement je pense à Silvia Federici par exemple, n'aurait pas pu se développer sans tout ce travail de reproduction de la force de travail, tout ce travail de production de la vie finalement qu'on a assigné aux femmes et que le capitalisme, même en se développant, a assigné de plus en plus aux femmes et qui était indispensable pour le développement tout en étant effectivement invisible, caché, non rémunéré. En ayant écouté Maud Simonet, je voudrais savoir, Jean-Louis Sago-Devourou, si vous êtes toujours pour la gratuité, comme le dit votre livre. Bien sûr. Alors expliquez-moi comment vous intégrez ce qui vient d'être dit. D'abord, vous avez dit c'est sans prix et sans valeur. Dans l'expression populaire, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est un travail dévalorisé, c'est pas un travail sans prix. On ne dira pas c'est sans prix le fait de faire la vaisselle. On dira jamais c'est sans prix. Le bon sens tout simple va faire qu'on fera une différence en disant l'amour que j'éprouve pour mon épouse, c'est sans prix, mais qu'elle fasse la vaisselle, je ne dirais pas c'est sans prix. Je crois que en deçà du travail, vous ne pas payer votre mari quand il fait la vaisselle, si la question d'un salaire au travail ménager a été sérieusement posée par les féministes dans les années 70. Il y a un courant fort des féministes marxistes qui a proposé non pas de payer, mais de salarier, c'est-à-dire parce que dans le salariat, il y a la reconnaissance d'un rapport de force avec le capital, et donc pas simplement de donner de l'argent, justement, mais de reconnaître le statut de travailleur, en fait, qui avait... En deçà du terme travail, je crois que pour moi, il y a un terme plus important qui est en amont, qui est l'activité. Et le bénévolat, tout ce que vous dites, je suis en fait assez d'accord avec tout ce que vous dites, c'est la question de la libre activité. Dans le travail féminin, il y a une double contrainte. Il y a la contrainte de devoir manger en famille, et il y a la contrainte de la domination masculine. Donc on ne peut pas dire que c'est de la libre activité. Par contre, il y a certaines activités qu'on peut déterminer comme libres, et elles se glissent partout en réalité. Je suis dans mon contrat de travail, imaginons par exemple que je sois puériculteur. Donc je vais avoir des gestes éducatifs avec des enfants, etc., moyennant salaire. Ça a un prix. Ce prix, c'est ce salaire. Il y a dans ce travail-là quelque chose qui n'a pas de prix, ce que j'en retire. Il y a des choses qui ne sont pas dans le contrat de travail. Et je rentre à la maison, je vais faire exactement les mêmes gestes avec mon enfant.
Mais s'il me dit « je te rembourserai plus tard », je ne le prends pas pour une bonne nouvelle. Parce que là, on est dans un autre domaine, on est au cœur de ce qui produit le sens de la vie. Et justement, entre le sans-prix et le payant n'est pas le diable. Hein. Il y a un vieux proverbe français qui dit que l'argent est bon esclave et mauvais maître. Il faut le mettre à sa place, mais je crois qu'on est dans une situation d'obnubilation marchande qui fait que les gens ont oublié qu'une part essentielle de leur existence, la part essentielle de leur existence, l'axe de leur existence, est du domaine de la gratuité. Est-ce que vous êtes obnubilé par la marchandise, ça dépend Maud quel Simonet? genre. Non, justement, je pense qu'il y a une alternative à la marchandise, en fait. Je pense qu'il faut penser d'autres choses. Mais se limiter à cette opposition entre une forme d'invisibilité qui, en fait, échoue toujours au même. Parce que moi, je suis d'accord avec cette idée de liberté, mais en même temps, je suis sociologue. Donc, je sais très bien l'espace est plein de contraintes sociales. Et en réalité, le bénévolat aujourd'hui d'un retraité qui gagne bien sa vie par sa retraite, finalement, hein, son salaire continué, comme dirait Bernard Friot, effectivement, il a une dimension de liberté dans son travail bénévole. Mais le bénévolat d'un jeune aujourd'hui qui cherche à rentrer sur le marché du travail et qui entend partout que finalement, pour faire un travail qui a de la valeur pour lui, je ne dis pas forcément qu'il veut faire n'importe quoi, justement, mais que pour faire le travail humanitaire ou le travail associatif qu'il a vraiment envie de faire, il va peut-être falloir qu'il commence par un petit bénévolat, puis ensuite un petit stage, puis ensuite un petit service civique, et peut-être après, il aura la chance d'avoir un vrai emploi. Et voilà, je dis finalement, où est-ce qu'elle est cette liberté, ou la question du bénévolat qui revient assez souvent là, dans les débats politiques de nos allocataires du RSA, ce serait quand même bien qu'ils aillent faire du bénévolat pour continuer à toucher leurs allocations. Il y a des enjeux de contraintes sociales extrêmement forts aujourd'hui qui fait que cette question de la frontière entre ce qui est libre et pas libre, elle me semble quand même très fortement située socialement. Idem, j'ai envie de dire aussi, dans d'autres rapports sociaux, les rapports de genre, le domaine du gratuit, qui est à la fois gratuit, mais aussi pas valorisé, effectivement, ou qui est valorisé comme autre chose, c'est-à-dire on est une bonne mère, une bonne épouse, quand on a fait son travail domestique, mais effectivement, on n'est pas payé pour ça. Je ne dis pas forcément que la solution, ce soit de salarié, mais je pense que ça mérite d'y réfléchir, de voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire que ces questions-là. Mais voilà, je pense que le problème, ce serait de se faire prendre entre soit sa marchandise, soit ça reste gratuit et invisible, et du coup, le risque, c'est que ce soit sur les épaules de certains, beaucoup plus que d'autres. Alors, on va avancer, monsieur Sago-Duvauroux, on va avancer. Elle a fait une enquête, Maud Simonet. Workfare et services civiques sont effectués au nom de la citoyenneté. Et vous nous montrez, vous avez mené une enquête avec John Krinsky à propos de l'entretien des parcs et jardins de la ville de New York. Et vous avez montré qu'il y avait une face civique du néolibéralisme qui était, au fond, bien évidemment, du bénévolat. Mais en même temps, on disait quand même que c'était de l'ordre de la citoyenneté. Et il y a un développement de politique publique qui participe à cette gratuitisation. Vous utilisez ce mot, oui, qui n'est pas très joli. Pas très joli. Cette gratuitisation et qui, au fond, entretient le civisme. Je suis sûr que la face civique du néolibéralisme, vous allez être d'accord avec ça, monsieur Sago-Duvauroux, non ? C'est-à-dire cette manière, dans les parcs et jardins, de considérer qu'au fond, ce type de travail qu'on fait gratuitement, on le fait aussi pour être citoyen. Oui, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, je parlais de libre activité. Dans les exemples que vous donniez dans ces rapports de genre extrêmement marqués partout dans le monde par la domination masculine, c'est la question de la liberté qui est fondamentale. L'activité des femmes n'est pas libre, cette activité domestique des femmes n'est pas libre, elle est contrainte. Donc la solution à ça, c'est pas de remiser la gratuité, c'est de dire comment est-ce qu'on met de la liberté dans cette affaire-là. Et quand on met de la liberté dans cette affaire-là, ça devient même, tout simplement, ça change aussi les rapports de couple. C'est-à-dire qu'on a des rapports entre hommes et femmes qui sont un peu différents. Alors avançons, parce qu'elle prend un autre exemple qui me paraît très intéressant, c'est le travail sur Internet. Oui. Ce qu'elle appelle le digital labor, si j'ai bien compris. C'est un travail gratuit, libre sur Internet, et au fond, sur les plateformes numériques, il y a un plaisir des internautes à publier éventuellement des blogs, à intervenir dans les réseaux sociaux. Et ce plaisir-là, au fond, c'est très difficile de savoir ce qui est de l'ordre du plaisir et ce qui est de l'ordre de l'exploitation. Beaucoup de gens qui sont sur Internet et qui surfent gratuitement considèrent que voilà, ils se font plaisir. Mais en même temps, c'est du travail pour certains, et donc c'est du travail que l'on subit. Donc là aussi, il y a une espèce d'ambiguïté entre tâche de plaisir et travail que vous soulevez, et que je trouve très intéressante. Parce que où commence
un bénévolat sur Internet où on se fait plaisir et quelque chose qui est de l'ordre de l'ambiguïté d'un bénévolat qui sert à un certain nombre de gens et qui n'est pas payé. Vous allez nous payer là après l'émission pour Non, bien sûr que non. l'après-midi qu'on a fait? Bien sûr que non. Et Vous savez, je crois qu'on est venu par vous plaisir. savez qu'aux États-Unis, Ah oui, attendez, mais moi je considère par exemple, moi je suis salarié de la fonction publique, je considère que ça fait partie effectivement de mon travail. Effectivement, je suis aussi rémunérée Oui, pour ça moi- par le CNRS. oui, moi non. Et je revendique le droit de décider que telle activité Oui. est rémunérée et telle autre pas rémunérée. Je m'arrange. Bon, j'ai la chance de pouvoir me trouver suffisamment de travaux rémunérés pour payer mes remboursements de logement, ma nourriture, etc. Mais je revendique le droit de faire des activités qui peuvent être exactement les mêmes. J'ai écrit sur la gratuité. C'est un peu compliqué de demander une rémunération quand on vous invite à une conférence sur la gratuité. Donc je suis un peu un martyr de la gratuité de ce point de vue-là. Mais je le fais vraiment. Ça fait partie de mon existence, c'est ce qui donne sens à mon existence. Et il y a d'autres choses que je fais. Et moyennant finance, cette liberté-là, elle est très très importante. C'est-à-dire que moi, j'essaye de me placer du côté, non pas du travail, mais en amont, du côté de l'activité. Dans mes activités, certaines sont contraintes. Je suis obligé de manger comme tout le monde, donc il faut que je trouve un boulot salarié. Ça, c'est une contrainte que je ne peux pas, dans le monde actuel, éviter. Et puis, je me donne, et j'ai la chance de pouvoir le faire, le droit d'avoir une activité qui est complètement hors marché. Oui, mais moi, je ne suis pas contre ce que vous dites, mais en fait, ce que je dis simplement, c'est que c'est positionné dans un espace social où vous, comme moi, on est positionné quelque part où la question de ce qui est gratuit et ce qui n'est pas se pose pas de la même manière que pour tout le monde, toujours. Je pense que ces enjeux-là, en fait, à mon avis, sont fortement déterminés socialement, ou en tout cas traversés par des rapports sociaux qui font que ça ne prend pas le même sens et ça n'a pas les mêmes enjeux de contraintes sociales pour les uns et pour les autres. Donc je pense que c'est ça, en fait. Dans un monde idéal, on pourrait tous, effectivement, ne pas avoir besoin, on aurait ce qu'il faut pour vivre et on n'aurait pas forcément à réfléchir à ces questions-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas regarder la question du bénévolat, et peut-être par rapport aux enjeux qui ont été évoqués dans la première partie, ces questions de bénévolence, de bénévolat, d'association, etc., qu'on a tendance à mettre dans un bloc. Les mondes associatifs, c'est aussi un lieu où il y a aussi des nouveaux statuts qui s'inventent, qui sont des formes d'exploitation aussi pour des jeunes qui cherchent finalement à faire le bien, mais qui vont se retrouver pour 500 € par mois en dehors du droit du travail, à faire des choses formidables, mais qu'avant ou peut-être plus tard, on pourrait imaginer que des fonctionnaires le fassent dans d'autres conditions, avec plus de formation. Donc, c'est ces enjeux-là, les enjeux que vous évoquiez sur les parcs de New York. Ce qu'on a montré avec John Krinsky, c'est comment, à un moment donné, un petit service municipal de la ville de New York ne se fait pas privatiser du tout, reste sous la fonction publique, enfin, reste dans les mains de la municipalité de New York, mais en diminuant son nombre de fonctionnaires, mais drastiquement, et en faisant rentrer des bénévoles d'un côté et des allocataires de l'aide sociale de l'autre, donc des formes de travail gratuites contraintes d'un côté, bien valorisées de l'autre, et on fait tourner un petit service public avec tous ces travailleurs gratuits à qui on dit de manière sympathique pour les bénévoles, c'est bien, vous êtes des bons citoyens, vous aidez la communauté, et puis pour les allocataires de l'aide sociale, qui sont des femmes noires des classes populaires, pour le dire vite, on va leur dire, écoutez, vous, si vous voulez racheter votre citoyenneté, il va falloir que vous donniez des heures de travail gratuits pour nettoyer les parcs. Donc c'est ces enjeux-là, en fait, que j'essaye de sortir et de montrer qu'effectivement, on en est loin de pouvoir assimiler la question du gratuit pour tous à une forme de choix face à la marchandise. En un mot, le gratuit pour Jean-Louis Sagot du Vorou, ça va, mais le gratuit pour quelqu'un qui a peu de ressources pour vivre, c'est quand même une question, non? Non, ça, c'est pas vrai. Ah bon? C'est pas vrai. Je vais beaucoup au Mali depuis 45 ans, c'est un deuxième pays pour moi. Et j'avais fait un film sur la façon dont une famille avait réagi à la famine de 73. C'est une famille d'un de mes meilleurs amis et j'étais allé interviewer sa maman. Et elle m'avait dit, au moment où on n'a plus à manger, je mettais des pierres dans la marmite et je faisais bouillir la marmite pour que les gens ne disent pas qu'il n'y a rien à manger dans notre famille. C'est-à-dire que les choses qui produisent, et peut-être que c'est ça qui lui a permis de survivre à la famine, les choses qui produisent le sens de notre vie, moi je ne suis pas du tout d'accord de dire que c'est seuls les gens des classes moyennes, etc. C'est une insulte pour les autres. Il n'y a pas, même quelqu'un de très pauvre va avoir des actes qui
qui sont des actes sans prix et autour qui sont l'axe de ce qui fait d'eux des êtres humains et non pas des machines employées dans un système de production. Il y a encore une autre question que je voudrais vous poser. C'est est-ce que vous ne croyez pas que chez le bénévole, il y a toujours une reconnaissance, une recherche de reconnaissance, et qu'au fond, on est payé en reconnaissance symbolique? Oui, c'est possible, oui. Mais on est le fait. Ça coûte cher la reconnaissance symbolique. Hein. Ça peut effectivement, ça arrive que ça se voit dans les familles aussi, dans les couples et tout ça, que la reconnaissance, on la paye au prix fort. Mais tout ça, après ça, dans chaque situation, on est des individus qui avons tous des vies différentes. Dans chaque situation, on peut se poser ces questions. Où est la contrainte? Où est la liberté? Où est ce qui produit du sens? Et ça ne peut pas être évalué monétairement, ou ce qui n'en produit pas. Et les questions que vous posez, si on pose ces questions-là, par exemple, sur lesquelles je reviens à la question du travail domestique, mais ce que vous disiez tout de suite, c'est exactement la même chose, ou des stages, par exemple, le scandale des stages quasi gratuits qu'on donne aux jeunes pour faire travailler dans les... Quelle est la place de la contrainte et quelle est la place de la production du sens de l'existence? Et là, on verra que c'est bidon. Si vous voulez, à la fin de son livre, Maud Simonet évoque ce travail gratuit au nom de l'emploi à venir. Hein, au nom de l'emploi à venir. C'est fantasmé. Oui, c'est du travail, voilà. Oui, c'est pour revenir sur cette idée qu'on n'est pas du tout dans une opposition, en fait, entre le gratuit et le non gratuit, qu'on a des articulations qui ne sont pas les mêmes, et qu'effectivement, on a aujourd'hui un marché du travail qui fonctionne à plein avec le gratuit. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, effectivement, ce que les Américains appellent le hope labor, hein, qu'on travaille gratuitement aujourd'hui pour l'emploi qu'on espère avoir demain. Et ce discours-là, il est extrêmement répandu. Il fait fonctionner énormément d'industries créatives, on le sait, hein, dans les industries créatives. Mais j'ai envie de dire, à l'université, c'est pas forcément mieux non plus. Combien on a de collègues aujourd'hui qui travaillent gratuitement dans l'espoir d'avoir demain un poste. Donc ces enjeux-là, en fait, ils sont au cœur du fonctionnement de nos marchés du travail. Et même, finalement, ils renforcent un certain rapport à l'emploi, puisque ça devient un peu le Graal qu'on essaye d'obtenir en ayant passé bien, sagement, toutes ces étapes-là. Peut-être après, on aura un vrai emploi. Donc on a une espèce de trajet comme ça qui se dessine, d'insertion, par lesquels on passerait du moins gratuit au plus gratuit, un petit peu de droit, un peu plus de droit, puis à vrai. Et je pense que ça, c'est des enjeux, effectivement, qui sont forts. J'enlève pas du tout la question. Au contraire, moi, quand je parle de guerre des valeurs, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de valeurs. Mais pour moi, il y a des valeurs dans toutes... Quand bien même on parle de reconnaissance symbolique des bénévoles ou de l'intérêt qu'ils peuvent avoir, il y a des valeurs. Moi, je pense que je n'ai pas à aller juger finalement du vrai altruisme ou du vrai égoïste. Enfin, pour moi, c'est pas... On rentre dans un registre très moral, là, où je ne me sens pas du tout les outils. Donc, pour moi, finalement, j'ai toujours vu des valeurs en jeu. Mais le fait qu'il y ait des valeurs, mais les bénévoles de la ville de New York qui descendent nettoyer les parcs en bas, ils ont des valeurs. Ils ont même des valeurs qui sont contraires au système dans lequel ils sont pris. C'est-à-dire, eux, ils disent souvent, c'est quand même un scandale que les parcs soient dans cet état-là, il faut bien que quelqu'un s'en occupe, l'État s'en occupe pas, j'y vais. Sauf que ce qu'ils ne voient pas forcément, c'est que l'État, en fait, dépense beaucoup d'argent pour mobiliser ses bénévoles en partenariat avec une fondation. Et cet argent-là, ce n'est pas de l'argent qu'il va dépenser pour embaucher des fonctionnaires. Donc, en fait, ils participent sans même le vouloir, sans même le savoir parfois, d'un système qui, effectivement, petit à petit, attaque la fonction publique municipale, la fait diminuer, attaque le droit syndical et finalement transforme le travail dans les services publics de la ville de New York. Mais ils ne le font pas en ayant en tête tout ce trajet-là, en fait. Donc, avec des valeurs qui peuvent être des valeurs de vraie gratuité, de « c'est pas possible que mon quartier soit comme ça, je veux m'en occuper », et bien en fait, ils participent à une marchandisation des services publics. Et c'est ces enjeux-là, en fait, assez complexes, où il n'y a pas, pour moi, c'est pas l'idée d'aller voir ce qu'il y a dans la tête des individus, c'est d'aller voir comment le système, effectivement, profite en un sens ou utilise, de la même manière que, à mon sens, les féministes ne nous ont jamais dit l'amour qu'on porte pour ses enfants ou sa famille, il est faux. C'est pas ça qu'elles nous disent. Elles nous disent pas ça. Elles disent, en fait, il faut pouvoir penser l'amour que les femmes portent à leurs enfants et l'exploitation. Essayons de penser ça ensemble. Et c'est pas facile comme gymnastique. Et moi, je veux essayer de penser la citoyenneté que ces bénévoles des parcs de New York ont dans la tête quand ils descendent et les valeurs qu'ils ont dans la tête, comme la passion des blogueurs sur Internet, ce qui est leur vraie passion, et le fait qu'au bout, finalement, il y a quelqu'un en même temps qui s'approprie, c'était la définition de Delphi, Christine Delphi, qui s'approprie
le travail d'autrui. Et c'est cette question de l'appropriation du travail d'autrui qui, du coup, parce qu'il se l'approprie comme travail. Et ça fait participer. Est-ce que vous trouvez que ces questions sont légitimes, M. Sagod-Duvauroux ? Elles sont plus que légitimes, elles sont centrales. Ce dont on parle là, c'est d'un assujettissement de la gratuité au marché. Bosse mon petit gars, bosse gratuitement, tu pourras vendre ton travail plus tard. Donc il y a un autre domaine énorme d'assujettissement de la gratuité au marché, c'est l'endroit où on voit le plus le mot gratuit, c'est dans les hypermarchés. 30% de produits gratuits en plus, etc. C'est-à-dire que, ou la télévision gratuite, par exemple TF1, ce qui avait bien été expliqué par la vente de temps de cerveau disponible. Moi, je pratique la pêche à la ligne. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ce genre d'activité. Mais je n'aurais jamais l'idée de faire payer l'asticot à la tanche que j'attrape. Et c'est donc le mot gratuité appliqué à ces choses-là, c'est en fait on a un appât pour attirer le client, soit son porte-monnaie, soit son temps de cerveau, ce qui revient au même, et on dit l'appât est gratuit. Et donc il y a toute une série de situations utilisées, c'est-à-dire disons d'une certaine manière l'attrait de la gratuité est utilisé par le système marchand pour tous ces détournements dont vous parlez. Je suis là, c'est la question centrale, c'est comment on se défait de ce système d'assujettissement de la vie des êtres humains au profit de quelques-uns. C'est une question... la gratuité, elle ne peut pas s'évader de cette question qui tient notre monde aujourd'hui. Par contre, je pense qu'il est très important qu'on la pose parce qu'elle est un espace de résistance. Les remboursements des médicaments par la sécurité sociale, c'est un énorme secteur dans lequel on a la vieille règle, je vais encore dire un gros mot, la vieille règle communiste qui disait de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités de cotisation, à chacun selon ses besoins de santé. Ça a produit un effet éthique extrêmement, moi, comme je vous dis, entre le Mali et la France. Au Mali, il n'y a pas la Sécu. Tu viens devant une pharmacie, vous venez devant une pharmacie, vous avez une plaie qui s'infecte et que ça, vous avez besoin de pénicilline, vous demandez, vraiment que Dieu t'aide, moi j'ai ma famille, excuse. En France, vous allez dire, ah non, quand même, dans un pays comme la France, on ne peut pas laisser quelqu'un mourir comme ça. Ça, c'est devenu la pensée de tout le monde, mais c'est une pensée magnifique, magnifiquement belle, de penser sa santé toujours en solidarité avec les autres. Et donc, la gratuité, elle peut être utilisée, comme dans tous les exemples que vous avez donnés, utilisée pour la contrainte, c'est-à-dire biaisée, tordue, etc. Elle est aussi un coin dans cette contrainte. C'est pas seulement une question d'utilisation. C'est une question de système. C'est là où, c'est là où ça sonne un peu différemment chez vous et chez elle. C'est-à-dire qu'elle pense qu'il y a une question de système social dans lequel on est, qui fait que, quoi qu'il arrive, la gratuité est utilisée de cette façon. Non, oui, alors là, on n'est pas d'accord. C'est pas quoi qu'il arrive. En fait, non, mais je dirais que si on regardait... Moi, je proposais à un moment dans mon livre, je disais... que la sociologie du travail, pendant longtemps, elle a pensé le travailleur comme étant juste un homme, puis même plutôt un homme blanc à l'usine, on va dire. Et puis que petit à petit, on s'est dit, ah bah oui, parce qu'il y a eu des féministes qui se sont mobilisées, ah bah oui, il y a aussi des femmes, donc on a rajouté les travailleuses femmes et le travail féminin. Mais moi, je me disais, et si tout d'un coup, on renversait l'universel et qu'on regardait finalement tous les travailleurs comme des femmes, c'est-à-dire vraiment, on le renverse, quoi. Et ben, on verrait qu'on ne peut plus dire gratuité versus capitalisme. Je reprends le titre, par exemple, du livre de Paul Harris. C'est pas possible parce que tout ce que nous ont montré les féministes, c'est combien le gratuit porte le système capitaliste. C'est-à-dire que Federici, elle nous montre comment on a construit la femme au foyer, assignée à la maison, à toutes les tâches, etc., pour pouvoir faire fonctionner le système capitaliste. Donc, pouvoir simplement opposer... Et quand vous parliez du digital labor, je suis revenue un peu dans un chapitre de mon livre. Moi, j'ai fait qu'une enquête sur les questions du travail sur Internet, mais si on a le temps, on en reparlera. Mais je suis surtout été très intéressée par le débat, parce que tous les théoriciens aujourd'hui sur le travail sur Internet discutent de ces questions, travail gratuit, exploitation, aliénation, donc c'est très fertile et tout ça. Ils sont tous marxistes. Enfin, le nœud, en fait, au milieu est marxiste, donc c'est un débat, en fait, autour des concepts marxistes. C'est très intéressant. Mais on dirait qu'ils ont oublié aussi tout ce qu'ont apporté, finalement, les féministes au débat à un moment donné, en disant, il y a aussi toute cette dimension du travail des femmes que Marx n'a pas suffisamment théorisée. Et là, ils recommencent
commence quelque part en disant « Oh là là, il y a une forme d'exploitation qui va jusque dans nos maisons, notre intime, on fait ça par passion et puis ça sert le capitalisme à la fin des GAFA, etc. » Et du coup, le point d'interrogation sur nouvelle exploitation, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau là, c'est que c'est des hommes apparemment qui commencent à être concernés. Mais c'est pas nouveau dans le ressort, finalement. Utiliser nos émotions, nos passions, nos sentiments, nos valeurs pour produire de la valeur économique, c'est là, finalement, dès les débuts du capitalisme. Donc c'est cette pensée-là qui rend difficile, en fait, d'opposer les deux et qui nous oblige à les articuler dans notre manière de s'en sortir. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Alors, Maud Simonet, son livre s'appelle « Travail gratuit, la nouvelle exploitation ». Et vous, Jean-Louis Sagos-Suvourou, votre livre s'appelle « Pour la gratuité ». Merci à tous les deux. Faut-il aimer pour agir? Du désintéressement au bénévolat, troisième partie. Nos grands témoins sont Cécilia Duterre, bonsoir. Bonsoir. Et donc Bertrand Vergely, bonsoir. Bonsoir. Alors Cécilia Duterre, je vais commencer par vous. Vous êtes écrivain et critique littéraire. Avec Thibaut Valentin, nous avons regardé un petit peu ce que vous avez écrit, et notamment votre dernier livre qui s'appelle La loi du père. C'est un récit aux éditions du Cerf. Avant, il y avait À toi ma fille, aussi aux éditions du Cerf. Et puis vous avez écrit 3 livres sur Etty Hillesum, juive néerlandaise déportée à Westerbork. Westerbork, c'est comme Drancy pour les juifs français. Et donc, on peut dire qu'entre Westerbork et Drancy, il y a une parenté. Westerbork, c'était la porte d'entrée à Auschwitz. Et elle a écrit à Westerbork, Etty Hillesum. Très curieusement, dans le livre de Bertrand Vergely, on retrouve la même chose. On retrouve cet hommage à Etty Hillesum, vous aussi. Vous venez de publier Notre vie a un sens. Donc, vous êtes professeur de philosophie en ce qu'on appelle la Cagne, c'est-à-dire première supérieure. Autrefois, c'est-à-dire ce qui prépare l'école normale supérieure. Vous avez enseigné à Sciences Po, vous enseignez donc la philosophie, et vous êtes en même temps théologien, et vous enseignez à l'Institut Saint-Serge, qui est un institut orthodoxe. Vous avez publié des livres de vulgarisation philosophique, mais vous aussi, vous publiez au Cerf, Obscure Lumière, que vous aviez publié au Cerf. Vous avez publié chez Carnet Nord, Prier, une philosophie. Et donc, aujourd'hui, vous publiez ce livre que j'ai lu avec intérêt, Notre vie a un sens. Alors voilà, je voudrais commencer par ça, Cécilia Duterre, parce que votre livre est au cœur, votre récit est au cœur de notre problématique aujourd'hui, au fond, aimer pour agir, puisque vous nous racontez une rencontre manquée entre un père et une fille, un père tyrannique, on peut le dire, despotique, qui veut imposer la loi du père. Et vous essayez, vous, au fond, la résilience, tout simplement. La résilience, c'est-à-dire sortir de ça, se réconcilier avec le passé. C'est de la bénévolence ? Alors c'est sans doute une forme de bénévolence, mais ça a été très long dans mon cas. Le récit est le récit justement de ce chemin vers effectivement la résilience, vers la reconstruction et vers le pardon, qui, je pense, entre complètement dans le thème de la bénévolence, mais ça a été pour ma part long. Et donc le récit est structuré en fait par toutes les étapes par lesquelles je suis passée. De la fascination petite fille, puis de la rébellion ensuite adolescente contre cette loi du père qui était, comme vous le dites, despotique et donc illégitime, selon, à mes yeux d'adolescente. Et puis ensuite, comment la femme s'est émancipée et a voulu construire aussi sa propre famille et a dû effectivement se faire une scission en fait avec ce père, se désolidariser de ce père. Et puis, beaucoup plus tard, après la mort du père, revenir justement sur les traces de ce passé si lourd et si difficile, et aussi essayer de comprendre en profondeur. Ça, c'est sans doute très bénévolent, je pense, comme attitude, essayer de comprendre en profondeur son comportement qui me paraissait si erratique, quelles en étaient les causes et quelles en ont été les conséquences. Et revenant sur ce chemin, je reviens aussi sur un cheminement qui est à la fois existentiel et à la fois spirituel, parce que dans ce parcours alors tardif, de résilience et de pardon surtout, donc après la mort de mon père, la foi est intervenue, alors la foi en Christ, moi je suis chrétienne, et cette quête de sens
sens et cette quête de spiritualité, je l'ai eue très jeune, face à ce père, ce socle si peu solide qu'il était, et face à cette figure du père si chaotique et si aléatoire, parce qu'il était très cyclotimique et très colérique, eh bien, la petite fille que j'étais, parce que vraiment c'est petite fille que ça a commencé, à chercher un père avec un grand P, céleste. Dans ce père céleste dont on lui avait parlé à l'école par le catéchisme, eh bien, ce socle solide qu'elle n'avait pas à la maison. Et puis évidemment, ensuite, cette quête, cette foi très primaire s'est affermie. Et, Vous écrivez que lorsque Dieu s'absente, il reste présent. Et oui. vous citez Rilke, et j'ai aimé cette citation, attendre l'heure où l'on accouchera d'une clarté nouvelle. Voilà. Cette clarté nouvelle, c'est la foi? Pas forcément, ça peut être aussi le bon temps pour soi. C'est-à-dire que moi, justement, cette clarté nouvelle est apparue après la mort de mon père. Je le regrette, mais c'est ainsi et je relate une expérience, donc c'est la mienne. Je n'ai pas su revenir à lui de son vivant parce que la blessure entre nous était trop grande sans doute, et je pensais tout simplement en me désolidarisant de ce père avoir tout à fait bien réussi ma vie. Alors effectivement, ça m'a permis de la construire et de la faire en tant que femme et épouse et mère, mais en boomerang, quand mon père est mort, j'ai eu un chagrin extraordinaire et je me suis interrogée sur ce chagrin. Pourquoi cet effondrement, puisqu'il avait si peu de place, pensais-je, dans ma vie. Et j'ai compris que peut-être que je ne pleurais pas tant sur sa perte, quoique, mais peut-être aussi beaucoup sur l'enfant blessé que j'étais et que j'étais encore, bien que je le nie. Excellent exemple pour vous, Bertrand Bergely, au fond, de sens de la vie. Parce qu'on peut dire que le sens de la vie de Cécilia Duterte est à la fois donné par sa manière de vivre et de survivre sous un père tyrannique, et en même temps dans cette résilience qu'elle arrive à trouver en se séparant du père. C'est-à-dire que manifestement, il y a une puissance de la vie qui la porte à traverser cette épreuve, à écrire. Et ça, c'est l'aspect mystérieux de la vie. C'est-à-dire, il y a un désir de vivre et il y a quelque chose qui nous aide à vivre et qui nous aide à traverser un certain nombre d'épreuves. Donc, si on appelle sens cette puissance et cette force, oui. Alors justement, qu'est-ce que vous appelez sens? Parce que si j'ai bien compris votre livre, vous nous dites qu'il y a un désir de croissance morale et spirituelle chez tout le monde. C'est une bénévolence? Alors, quand on parle du sens, objectivement parlant, c'est la direction, la signification, l'intuition ou la valeur. Quand j'ai parlé du sens comme une présence qui se trouve en nous, au-delà de nous. Vous avez parlé de matérialisme à l'intérieur de la matérialité, à l'intérieur de l'humanité et dans quelque chose qui va au-delà. Et là se trouve la question du sens. Donc qu'est-ce que c'est que le sens? C'est que à un moment, j'ai un rapport à la vie et où tout d'un coup la vie m'appelle, je lui réponds et j'ai un contact, un dialogue avec cette présence. Ce sens n'est pas forcément transcendant. Ce sens n'est pas forcément transcendant. Ouf. Ce sens, il est dans la plénitude qui rassemble les trois aspects de nous, la matérialité, la personne et le transcendant. Et là, vous avez tout à fait raison. Il y a des gens qui ont un rapport à la matérialité, pas au sens vulgaire du terme, mais au sens noble du terme, spiritualité, cosmique, la nature, le corps, les choses matérielles, ça existe, c'est tout à fait noble. Après, vous avez la spiritualité de la cité, politique et tout, et puis vous avez quelque chose qui va encore plus loin. Voilà. Alors, il y a dans notre société un certain refoulement du sens, une certaine crise du sens, vous l'expliquez. Là, je pense que vous allez être d'accord sur ce refoulement du sens, cette crise du sens. Et on peut dire que Ethel Soum, par exemple, dont vous parlez tous les deux, donc qui vivait pendant la Deuxième Guerre mondiale, juive, déportée dans le camp de Westerbork, et qui visait à faire vivre tous ces co-déportés avec elle, et essayer de leur permettre de donner du sens à leur vie, elle était du côté de ceux qui donnent le sens, non ? Elle a gardé le sens dans le non-sens. C'est tout son acte de résistance spirituelle a été là, un acte héroïque de résistance au cœur du chaos, au cœur de la Shoah. Elle a su garder le sens
de la vie, de la beauté de la vie. Et c'est en gardant le sens de la beauté de la vie et en l'insufflant aux déportés au sein du camp qu'elle a aussi fait preuve de bénévolence et qu'elle a surtout fait preuve de résistance. C'est un acte de résistance héroïque dans l'absurdité même de l'entreprise d'anéantissement total de l'être humain qu'est la Shoah, de conserver le sens du beau et de la vie, et donc, pardon, mais pour elle, de Dieu. Parce que c'est aussi sa façon pour elle d'appréhender le transcendant. Alors vous dites, Bertrand Vergely, qu'elle laisse la sagesse parler. Et à son propos, vous évoquez la sagesse. Et vous nous dites, et vous faites la comparaison entre cette femme, Etty Hillesum, donc déportée juive, et Christiane Singer, que nous admirons tous, qui est une chrétienne, qui a eu une vie spirituelle assez extraordinaire, assez remarquable, et qui elle aussi avait une conception de la transcendance un peu exceptionnelle. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez en quoi ces femmes, ces deux femmes, donnent du sens à leur vie et sont pour vous, si j'ai bien compris, des exemples à suivre. Quand on souffre, on peut avoir la tentation d'identifier la vie et la souffrance et de dire, puisque je souffre, la vie n'a pas de sens. Et le côté extraordinaire et de Etty Hillesum et de Christiane Singer, ça a été de dire, une chose est la vie, une autre Hitler, une chose est la vie, une autre est mon cancer. C'est pas parce que Hitler existe que la vie n'a plus de sens. Si la vie n'a plus de sens parce que Hitler existe, ça veut dire qu'il est plus fort que la vie et je lui fais le plus formidable cadeau qui soit. Et Etty Hillesum dit, et Christiane Singer dit, mon cancer est une chose et je resterai vivante malgré mon cancer. Tous ceux qui sont arrivés à s'en sortir d'épreuves dans l'existence ont arrêté cette confusion. Mais il est normal que quand nous sommes dans des grandes épreuves de la vie, nous faisions cette confusion. Nietzsche a cette phrase à un moment, la souffrance n'est pas une objection contre la vie. Il y a quelque chose qui dit, voilà, on va pas tout mélanger, on va honorer la souffrance humaine, mais attention, c'est pas la preuve de l'inexistence de tout sens à l'intérieur de la vie. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est même pas tant un sens, c'est qu'elle dit, c'est inexplicable, je suis dans des camps de concentration, mais il m'arrive de rire, ou il m'arrive à un moment d'avoir le sens de la beauté au milieu du tragique. Et de dire, attention, les nazis, c'est pas tout. Voilà. Et donc ça, c'est énorme. Thibaut Valentin. Et qu'est-ce que vous appelez la vie? Est-ce que il y a un rapport à Dieu? Est-ce qu'il y a un rapport au bien? Et dans le cas où Dieu incarnerait le bien, comment fait-on pour diffuser ce bien, je dirais, général en bien particulier? Alors, la vie est quelque chose d'inexplicable qui passe par un aspect matériel, personnel et transcendant. Et Dieu est au-delà de la notion du bien. Si vous voulez avoir une idée de Dieu, vous l'appelez la source ineffable de toute chose. Et ceux qui en ont admirablement parlé, c'est le judaïsme. Moi, je pense que nous sommes devant le fait de l'existence qui nous emmène très loin. Non, mais Dieu pour un juif, excusez-moi de faire cette parenthèse, parce que je connais un petit peu cette tradition, Dieu pour un juif n'est pas une personne, comme pour les chrétiens, c'est pas non plus quelqu'un, c'est un point d'interrogation. Alors, si vous pensez que mettre un point d'interrogation à la place de Dieu, c'est une bonne manière d'en parler, je vais vous suivre. Mais j'ai craint, en lisant votre livre, que ce n'était pas tout à fait votre piste. Attendez, il y a quand même un moment, Dieu parle à l'homme, et il y a un visage de Dieu, même à un moment, il pleure. C'est-à-dire qu'à un moment, et c'est la grandeur du judaïsme, tout en ayant une vision personnelle, où Dieu, à un moment, parle au cœur de l'homme, et l'homme dialogue avec Dieu, alors là, c'est quelque chose qui est sans arrêt présent à l'intérieur de la Bible, à un moment, vous avez tout à fait raison, tout ça demeure nécessairement mystérieux et au-delà de tout ce que je peux penser. Et donc, je pense, si vous voulez, ce qui est important, c'est de penser que nous sommes dans une aventure extraordinaire par tous les aspects de la vie, que ce soit la matérialité, le domaine des hommes, ou encore, pour ceux qui le veulent, aller encore plus loin. Voilà. Et je pense qu'il est très important de dire qu'à un certain moment, dans la vie des êtres humains, il y a l'idée de dire la matérialité m'a passionné, l'humanité m'a passionné, quelque chose d'autre, allant plus loin, m'a intéressé. Si le religieux, vous le voyez ainsi, ça laisse les choses extrêmement ouvertes. On n'enferme rien ni personne. Cécilia Duterre, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un court-circuit possible
entre l'existence concrète de chacun d'entre nous et cette aspiration à plus que nous-mêmes, cette spiritualité, cette transcendance. Quand je dis court-circuit, c'est-à-dire que tendance d'un certain nombre de gens qui croient, que j'estime beaucoup, je trouve ça tout à fait légitime, à au fond penser qu'ils peuvent ainsi donner un sens à leur vie, pour prendre le titre de M. Vergely, et en même temps, qui est une manière de ne pas regarder ce que sont les conditions économiques, politiques, sociales de leur existence. Le sens est toujours en dehors du politique, de l'économique et du social. Je sais pas, je crois que quand on croit, quand on a la foi, je crois qu'on ne mentalise pas autant. En fait, là, c'est la raison qui parle quand vous posez, moi je suis rationnel, excusez-moi. Oui. Je dirais que c'est le cœur qui parle dans la foi. C'est le cœur, tout simplement. C'est peut-être, et Tilsum nous l'enseigne très bien, c'est cette façon de savoir écouter peut-être cette petite voix intérieure qui parfois nous parle, qui est intuitive, perceptive, qui n'est pas la voix du mental ni la voix de la raison, mais... oui, la voix de l'intuition, en fait, pour revenir à Tilsum, moi je crois qu'elle fait vraiment la synthèse. Justement, elle croit en Dieu, mais ce n'est pas un Dieu confessionnel. Alors effectivement, elle est hors religion. En même temps, son Dieu, il est très incarné parce que parfois elle parle avec lui, elle dialogue comme le ferait, alors là pour le coup, un chrétien. Mais parfois, elle parle avec le flux, elle parle avec le cosmos, elle parle avec une transcendance beaucoup plus, je dirais, large, qui est vraiment très inconfessionnelle et très singulière aussi, très étonnante. Et donc, elle parle avec la beauté de la vie, la poésie de la vie. Et je crois que quand elle parle justement ainsi, là vraiment tout le monde peut la comprendre, y compris l'athée. Et d'ailleurs, moi qui donne beaucoup de conférences sur Tilsum, j'ai beaucoup d'athées dans mes conférences. Elle est très bien comprise parce que précisément, elle nous parle de cette petite étincelle qu'on a tous en nous, dans nos cœurs, alors que certains vont appeler la foi, d'autres vont dire plutôt la foi, plutôt la poésie de la vie. Mais ce sont des mots, en fait, ce sont des mots qu'on met sur une perception qu'effectivement, au-delà de la matérialité, il existe quelque chose. Alors, je rajouterais, au-delà de la matérialité, mais vous avez parfaitement raison. Pour moi, la vie spirituelle, tu fais attention à tout. Tu n'oublies rien, et vous avez tout à fait raison, parce que la vie a une valeur infinie, les choses les plus matérielles, les plus humaines, doivent être traitées avec la plus grande attention. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette espèce de plénitude qui englobe tout. Et on ne va pas commencer à dire « je suis pour la matérialité contre la transcendance, pour la transcendance contre la matérialité, l'un va occulter l'autre ». Bien sûr que tout va au-delà, mais tout est ici. Et nous sommes à la fois dans le visible et dans l'invisible. Et nous ne sommes pas purement dans l'invisible, ça n'existe pas. Alors, vous dites beaucoup dans votre livre qu'il faut se laisser bouleverser par l'imprévisible. Oui. Moi, je veux bien entendre ça, mais moi, j'aime mieux prévoir l'imprévisible. C'est-à-dire que j'aime mieux essayer d'abord de mettre à distance ce qui est l'imprévisible et d'essayer de le penser avant qu'il n'arrive. Alors, est-ce que j'ai tort? Écoutez, vous agissez ici en homme prudent, oui, et vous êtes un sage qui est le sage de la prudence. Et vous louez la sagesse dans votre livre. Et je loue la sagesse de la prudence, mais je dirais la chose suivante. L'imprévisible, on a tendance à l'évacuer. Pourquoi? Parce que quelque part, il nous désarçonne. Et se laisser bouleverser, ça veut dire, tu utilises ta raison, mais tu acceptes qu'il y ait des choses auxquelles tu n'as pas pensé, et des choses inattendues. Donc ça n'est pas contradictoire à ce que vous dites. Vous pouvez parfaitement, en homme sage et prudent, dire « je ne vais pas quand même ne rien prévoir dans la vie », mais attention, il y a toujours un élément auquel tu n'as pas pensé. Il y a toujours de l'inattendu, il y a quelque chose en plus. Et ça, laisse-toi un petit peu bousculer par ça. Il y a quelque chose quand même que, sur cet inattendu que je voudrais essayer de cerner, qui est sans doute la manière dont on le ressent. Parce que vous parlez, au fond, des émotions. Et je veux bien entendre, bien sûr, que ces émotions sont essentielles dans l'existence. Et en même temps, moi, je vous ai parlé de rationalité. Et un jour, dans un dialogue avec Edgar Morin, on a évoqué quelque chose qui est le fait qu'on peut penser cette rationalité à partir de nos émotions. C'est-à-dire qu'ensuite, on affecte la rationalité à quelque chose qu'on a ressenti. Et au fond, derrière l'amour, dont parle Tudoré très bien dans son petit traité de bénévolence, il y a au fond quelque chose qu'on peut rationaliser aussi.
il y a de l'émotion qui n'est pas rationalisable, mais les deux peuvent se marier. Et alors vient quelque chose que moi j'appellerais comme ça, c'est un néologisme évidemment, affectuel, d'être affectuel. Affectuel, c'est-à-dire de mettre les émotions, de remplir les émotions de rationalité intellectuelle d'une certaine façon. On a une affectivité, mais cette affectivité est nourrie par l'émotion et au fond se marie avec l'émotion. Est-ce que je suis loin du sens de votre vie? Non, parce qu'à un certain moment, vous abordez la vie avec tout. Il s'avère que quand nous avons des émotions, nous avons quelque chose d'extraordinairement personnel et subjectif, mais il y a une cohérence dans la structure de l'émotion. Et là, l'homme rationnel pourra dire « je perçois le niveau de rationalité », ça n'empêche pas la subjectivité. Je crois que au moment où vous parlez, vous avez des structures biologiques et physiques extrêmement bien organisées à l'intérieur de vous, qui vous permettent d'être l'être que vous êtes. Et ça n'empêche pas que vous ayez en plus d'autres choses. C'est-à-dire, je pense que quand on rentre à l'intérieur de ce qu'on peut appeler le sens, on rentre dans une expérience riche qui est à la fois réelle, personnelle et parfois ineffable. Comment est-ce que vous vivez, vous, ce mariage entre, disons, les émotions et la raison? Et est-ce que vous acceptez qu'on puisse les marier? De toute façon, elles existent. Moi, je pars du concret. Je vis dans le concret aussi. Ma foi, je la vis dans le concret. En fait, elle se nourrit de ma vie. Elle se nourrit de mes épreuves. Elle se nourrit de joie. Elle se nourrit de choses infiniment terrestres. Mais tout en ayant les deux pieds à terre, sur la terre, et en avançant, j'ai aussi quelque chose en moi qui a une aspiration au ciel. Et je pense que c'est la synthèse des deux, en fait. On ne peut pas ni vivre que dans le ciel, c'est impossible. On est incarné. D'ailleurs, moi qui crois en Christ, le Christ est incarné pour nous donner ce chemin. On suit les pas du Christ, qui était un homme. Donc, moi, je vis ma foi dans un quotidien infiniment, parfois même banal, hein, et rempli d'émotions, parce que la vie est faite d'émotions. Je crois qu'on vit un paradoxe qui a été bien noté par le théologien chrétien par excellence, Denis l'Aréopagite, qui parle de l'antinomie, c'est-à-dire de la puissance des contraires qui anime sans arrêt. On pourrait dire que c'est la manifestation de la croix du Christ, c'est l'antinomie dans laquelle nous sommes qui est paradoxale, et nous pourrions dire que les choses sont toujours ici et ailleurs. Elles ne sont pas ici ou ailleurs ou ici, elles sont les deux ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce que vous vivez, il y a toujours, d'abord on part toujours du concret de l'humain, et si vous le voulez, vous pouvez tout d'un coup percevoir quelque chose d'autre à l'intérieur de ce qui se passe. Prenez les haïkus japonais, dans des choses très simples, tout d'un coup il y a un mystère qui apparaît. Vous voyez? Et je crois que c'est un petit peu comme ça que les choses se lisent, si vous voulez, pour celui qu'on pourrait appeler un croyant. D'une certaine façon, au fond, le message transcendantal vous demande d'être bien, donc d'être bénévolent. Quand vous croyez qu'il y a un message transcendantal, qu'il y a quelque chose de transcendantal qui préside à votre existence, il s'agit d'être bon, d'être bien. Qu'est-ce que vous dites de cette identification qu'il y a parfois, comme chez Platon, entre bien, beau et bon? Alors, il y a deux choses. Il y a premièrement l'expérience intérieure, passionnante, où tout d'un coup vous sentez si vous êtes juste ou pas. Et là, vous êtes dans un dialogue avec la vie et vous sentez de l'intérieur. Il y a quelque chose de très beau chez Platon, livre 6 de la République, quand il réfléchit à un moment sur l'échelle de la connaissance, il arrive à l'idée qu'il y a des émotions, il y a des opinions, il y a des savoirs théoriques, et puis il y a quelque chose qui est la réponse à l'existence, que seule la métaphysique peut donner, c'est au fond la raison pourquoi est-ce qu'on existe. Et là, Platon dit, il y a quelque chose de fondamentalement beau dans l'existence. Si tu existes, c'est parce qu'il est beau que tu existes. Et là, nous retrouvons Ethil Sum, la beauté fondamentale. C'est le contraire du nazisme qui dit il est regrettable que, par exemple, les Juifs existent ou telle partie de l'humanité existe. Là, on est dans le sacrifice, on est dans la violence, on est dans la terreur. Et vous voyez, je pense que Platon, il y avait cette idée que fondamentalement, il y avait quelque chose de beau et ça donnait du sens à tout. Bertrand Vergely, comme j'ai lu, venant de vous, cette idée, elle n'est pas dans ce livre-là, mais ailleurs, que les handicapés, au fond,
ne devraient pas avoir, les handicapés mentaux, ne devraient pas avoir le droit au mariage. Est-ce que vous ne croyez pas que la beauté des handicapés mentaux existe aussi et que leur bonne vie supposerait qu'ils aient aussi droit au mariage? Alors, je n'ai pas du tout parlé dans cette dimension. J'ai parlé simplement de la difficulté que cela représentait et est-ce qu'on était prudent. Et j'ai posé la question à des amis autour de moi et à des gens qui s'occupent dans le social. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Je crois que c'est une affaire extrêmement compliquée. Et effectivement, c'est uniquement le fait d'avoir souligné. Mais bien évidemment, je crois, les handicapés ne sont même pas simplement des personnes, c'est des êtres, c'est les plus courageux d'entre nous parce qu'ils vivent dans une extraordinaire difficulté. Simplement, il y a une autre chose. À un moment, je disais, qu'est-ce que représente le mariage? Moi, j'ai une amie dont la fille est handicapée et a demandé le mariage, et c'est quelque chose de très compliqué. Vous dites très compliqué, il faut l'interdire? Non. Je pense que pour l'instant, ce sont des choses qui sont à l'étude. C'est peut-être que ça va très, très bien réussir. Être bénévolant, c'est espérer que ça va réussir, non? Oui, c'est espérer, mais ça peut vouloir dire à un moment, écoutez, on va peut-être serrer les problèmes et peut-être qu'on va attendre avant de pouvoir le faire. De la même manière, il y a une expérience sur laquelle j'aimerais vous entendre, parce que l'institution Église, par exemple, a été contre le mariage pour tous, l'institution Église. Monsieur Vergely, j'ai lu sous sa plume aussi qu'il a été contre le mariage pour tous. Est-ce qu'on ne peut pas dire que des gens qui veulent donner leur sens à leur vie ont le droit, lorsqu'ils sont homosexuels, de se marier comme les autres? Le problème, ce n'est pas le problème du mariage et de l'amour, c'est le problème de l'enfant. Est-ce que vous pensez qu'un enfant se fait par un homme et une femme et s'élève par un père et une mère, ou bien on remet totalement en question cette idée? Je remets totalement en question cette idée et je pense que deux hommes peuvent très bien élever un enfant. Alors, le problème est le suivant. Est-ce qu'il n'y aura pas un manque du père ou de la mère chez l'enfant? Et une souffrance à l'égard de ce manque. Vous savez comment c'est la réalité? C'est qu'on s'adapte toujours. Cécilia Duterre a été résiliente. Elle s'est adaptée finalement au père. Mais elle a recherché un père. Non, d'accord, elle a recherché un père. On parle d'une structure sociale, la famille est une structure sociale et donc on ne naît pas avec une structure sociale. L'enfant ne naît pas en pensant qu'il a une mère et un père. Vous êtes d'accord avec moi? L'enfant naît avec une mère et un père. D'abord, il a vécu avec la mère pendant 9 mois. Oui. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a beaucoup de violence alors qu'un enfant a vécu 9 mois dans le ventre d'une mère avec toute l'intimité qu'il y a, tout d'un coup d'enlever la mère et puis un moment de fait qu'il va se retrouver sans mère? Est-ce que nous avons le droit de faire cela? Je ne veux pas prolonger cette discussion sur ce qui point, est absolument passionnante. Mais c'est pour dire quelque chose d'essentiel à mes yeux, c'est que le sens de la vie, notre vie a un sens, dit Bertrand Vergely. Est-ce que tout un chacun peut dire cette chose et choisir son sens? Ou bien est-ce que la société n'impose pas un sens de l'existence à chacun d'entre nous? Je veux dire que comment faire sa part de subjectivité, d'individualité dans le choix qu'on peut avoir? Quand j'ai lu sous votre plume que vous étiez contre le mariage pour tous, je me suis dit ça c'est inquiétant parce que je vois difficilement comment il permet à ces gens qui ont une sexualité différente de lui, au fond, de donner un sens à leur vie. Alors, je n'ai pas dit ça. Je pose à un moment le problème qui est la faisabilité de cette affaire. Et je dis, à un certain moment, va se poser le problème de l'enfant, du père et de la mère, et comment on va faire? Et on s'aperçoit qu'à un moment, tout explose. C'est tout. Maintenant, la société a choisi, puisque le mariage a été reconnu, la PMA va être reconnue, la GPA va être reconnue. Le problème de la famille, pas encore. On va y être. Si la PMA est reconnue, la GPA suivra. Mais de toute façon, oui, déjà on s'aperçoit que c'est compliqué. Non, mais tout est compliqué. Je pense qu'à un moment, il y a des données fondamentales de l'existence et je me dis, n'y touchons pas, parce que ça me paraît être extrêmement harmonieux. Il y a qu'il y ait une souffrance dans le monde homosexuel de ne pas avoir d'enfant, je le comprends très bien. Mais à un certain moment, je vous ferai remarquer, tous les homosexuels ne veulent pas se marier. Et il y en a qui disent, c'est pas notre truc, les enfants. Vous voyez ? Je pense, si vous voulez, qu'il faut à la fois, dans cette affaire très délicate, avoir le sens du respect des personnes, mais pour notre monde aussi des limites de certaines choses. Pour reprendre la question du sens, le sens c'est quelque chose de très profond qui demande un certain nombre d'éléments. Et il n'y a pas... Alors, c'est vrai que la société impose des modèles de conformisme. Elle est obligée de le faire, toute société le fait, parfois c'est mal, parfois c'est nécessaire. Mais le sens, heureusement, donner un sens à une vie, c'est l'histoire de toute une vie.
Merci Bertrand Vergely. Alors je rappelle que votre livre s'appelle Notre vie a un sens, une sagesse contre le pessimisme ambiant. C'est publié chez Albin Michel. Et Cécilia Duterre publie un très beau récit qui s'appelle La loi du père et qui est aux éditions du Cerf. Alors maintenant, eh bien, il vous reste à réfléchir à ce qu'il peut y avoir sous les discours concernant l'amour, concernant la bénévolence, ce qu'il peut y avoir de positif, de spiritualité. Pensons à cette spiritualité et réfléchissons-y chacun à notre façon. À la semaine prochaine.